Une partie des leaders du mouvement étudiant ont ensuite, dans les années ultérieures, occupé des positions éminentes, à la fois au plan médiatique, au plan politique ou au plan social, et donc de ce fait, ont pu conserver un rôle de porte-parole, alors que les porte-paroles du mouvement ouvrier se sont fait discrets. La droite classique, enfin le pouvoir, se disait le mouvement étudiant, on sait quand même très bien qu'ils vont occuper des postes importants dans la société, donc il y a de fortes chances qu'ils rentrent idéologiquement dans le rang. C'était une prévision pas si fausse. Alors que les ouvriers, s'ils commencent à se mêler de combats intellectuels et culturels, ça c'est dangereux. Il fallait minimiser cette centralité ouvrière pour imposer une lecture hédoniste de 68. Le côté libération, le côté jouissance, etc. Et donc là, de ce point de vue-là, il y a une torsion complète entre les lectures proposées par ces leaders dans les années 80-90 et évidemment la réalité de 68. Les ouvriers, on pense que normalement il faut qu'ils fassent leur boulot de syndicalistes, ça on pense que c'est normal, et puis les conflits existent pour régler ça, mais qui s'occupent de vouloir une société différente au niveau de la vie quotidienne, de la culture, de l'accès à la connaissance, ça c'est un peu insupportable. Donc je crois que tout a été fait, y compris même par beaucoup des dirigeants étudiants de mai 68, qui effectivement ont complètement laissé de côté l'importance des luttes ouvrières. Il est très important de considérer le mouvement de la grève générale du 13 mai jusqu'à la fin du mois de juin. Et de ne pas, donc de ne pas s'en tenir à mai, ou à mai 68, mais bien envisager mai-juin. C'est-à-dire, pendant tout le mois de juin, il y a un mouvement extrêmement lent et heurté de négociations, de reprise du travail, etc. Et où c'est peut-être à ce moment-là que la situation se tend le plus. Il ne faut pas du tout limiter ce mouvement à ce qui a pu se passer à Paris ou à Billancourt. Une des grandes caractéristiques de 68, c'est précisément que c'est un mouvement qui touche y compris les périphéries du pays, et y compris des zones peu industrialisées. Mais où précisément, à la faveur du mouvement de grève, il y a quelque chose qui se joue, qui déplace les configurations traditionnelles. Ce qui est frappant de mai 68, c'est cette prise de parole partout, les gens qui parlaient. Quand je suis descendu, par exemple, il y avait à l'époque un bout d'autoroute qui allait jusqu'à Avallon seulement, l'autoroute du Sud, et les péages étaient en grève. Et donc j'ai commencé, en partant à Besançon, à discuter politique avec les employés du péage qui étaient en grève. Bon, donc on arrive à Besançon, et c'est là qu'ils me disent, il y a un truc qu'il faut absolument filmer, c'est une de nos copines, c'était la femme d'un militant CGT de la Rodia, qui va prendre la parole demain à son usine, c'était l'usine Yema, une petite usine de montres. C'est la première fois qu'elle prend la parole en public. Parce que jusque-là, son mari disait « Non, moi je milite déjà, si tu milites, ça va être dur. » Et puis en gros, il faudrait que les femmes restent à la maison. Et elle, là, a dit « Bon, ben j'y vais, je me lance. » Et elle a pris la parole pour la première fois. Et c'est la base, le point de départ du film Classe de lutte. Puis, militer, c'est... Oui, parce que son envie maintenant, c'est vraiment de militer. Et je vois que j'y en empêche. Je n'en empêche pas. Je suis presque obligé d'y en empêcher parce que la vie sera infernale après. Tu comprends? Ça sera pire que la vie qu'on mène actuellement. Elle assiste bien à quelques réunions, on assiste bien à quelques réunions en somme, mais il y a des moments où elle ne peut pas venir. Ça ne donne pas une solution à tes problèmes de... Tu crois pas que tu vas aboutir à une solution en militant que... Oui. Tu n'as pas espoir d'aboutir... Si, j'ai espoir d'aboutir à quelque chose, mais pas seulement moi, quoi. Surtout à faire profiter les autres, quoi. Là, il freine, effectivement. Je crois que c'est le seul moyen de s'en sortir. C'est ça. Ben, je pense qu'on
On y arrivera, nous, hein. Mais ça va être difficile. C'est difficile. L'héroïne de Classe de lutte, Suzanne Zedek, elle est magnifique parce que on la voit mener la grève chez Yema, dans une usine d'horlogerie à Besançon, même si elle n'est pas ouvrière. Et à la faveur de cette grève, elle est métamorphosée. De personne effacée, elle devient véritablement sujet politique, délégué syndical CGT, et à même de prendre la parole et d'exprimer toutes ses aspirations à une transformation de la société. Peut-être que, justement, Suzanne Zedek, c'est l'exemplification de cette métamorphose qui s'opère grâce à 68. Le matin, on arrive devant l'usine Yema, et c'était très tendu, parce que le patron avait ouvert les grilles, il était dans la cour, entouré de la maîtrise, des cadres, et devant les ouvriers qui hésitaient à reprendre le travail ou pas. Et c'est là que Suzanne est montée sur le muret, a pris la parole, et elle a dit c'est ensemble, on a commencé ensemble, on continuera ensemble, etc. Et c'était pour elle une révélation parce qu'elle s'est sentie tout d'un coup complètement gonflée et prête à... Et elle a enlevé le morceau en fait. Nous ne pouvons pas accepter la division. Jusqu'à maintenant, nous avons décidé de la grève ensemble. Nous avons exposé nos revendications ensemble. Nous sommes allés discuter avec la direction ensemble. Et nous devons continuer notre lutte ensemble. S'il y a un vote, il devra être fait ensemble. Nous voulons absolument rester unis. Quelque chose s'est vécu d'avoir cassé les murs et les hiérarchies pour travailler ensemble et faire quelque chose ensemble. Et alors on peut appeler ça une utopie, effectivement. Mais ça peut s'appeler aussi un besoin, une demande, une nécessité. Ce qui est contesté, c'est beaucoup de choses. Donc c'est l'organisation même du travail, par exemple les cadences, par exemple aussi la manière dont le salaire est calculé. Ce qui est contesté, c'est le rôle de la maîtrise dans les usines, la manière dont la maîtrise, traditionnellement, son rôle de contrôle, son rôle de harcèlement parfois aussi. Dans les conditions de travail, je crois que le plus dur à supporter, c'est le mépris. Et effectivement, les conditions qui sont faites sans respect de la personne humaine. Et donc, bon, il y a tout, il y a la cadence, il y a le fait surtout qu'on ne puisse pas s'arrêter, le fait d'aller pisser, c'est soumis à des contraintes. C'est cet ensemble de questions sur l'usine, le fonctionnement traditionnel de l'usine, qui est contesté, qui est remis en question. Et ce n'est possible que parce que la grève est longue. Parce que quand la grève est courte, la première chose à laquelle on pense, c'est le salaire. Mais quand on prend le temps de discuter, au fur et à mesure qu'il y a de multiples assemblées générales, c'est cet ensemble d'éléments qui apparaissent. On a vu ça tout au long de ces groupes, du travail des groupes Medvedkin, c'est cette revendication culturelle qui est quelque chose qui touche à la vie entière, qui n'est pas seulement la question des salaires et des conditions de travail, évidemment, mais plus largement l'idée qu'il faudrait vivre autrement, il faudrait que la société soit différente. Donc il y avait un désir de changer la société très fort. Le déséquilibre lié aux conditions de travail se traduit par un déséquilibre de toute la vie, que nulle augmentation de salaire ne suffirait à compenser. Il ne s'agit pas de négocier à la façon américaine son intégration dans une société dite du bien-être, dans une civilisation dite des loisirs, mais de remettre en question cette société, cette civilisation elle-même. La phrase de Marker sur ce déséquilibre de toute la vie est liée au fait qu'à Rodiaceta, il y a une organisation du travail très particulière en 4-8. Les ouvriers font un travail posté extrêmement compliqué. Bon, et donc il y a un déséquilibre du rythme quotidien avec des effets extrêmement lourds. Cette situation-là, chez Rodiaceta, vous la retrouvez dans d'autres usines, évidemment. Le travail posté, il a cours dans l'industrie lourde de manière assez importante. Au-delà de la question du travail posté, il y a un déséquilibre de toute la vie lié aux cadences également. Dans les industries les plus rationalisées, dans l'électronique ou l'habillement, les ouvrières, souvent, parce que ce sont des femmes, répètent plusieurs centaines de fois par jour le même geste. Bon. Cette monotonie, avec cette pression des cadences,
a des conséquences dans la vie quotidienne de ces femmes. Et donc évidemment, cette espérance d'un futur radicalement autre travaille dans la grève. D'autres éléments sont permanents. Par exemple, ce travail en 4-8, dont il sera beaucoup parlé au cours de ce tournage, et qui crée apparemment dans la vie quotidienne des travailleurs en équipe des troubles qui vont bien au-delà de l'inconfort. Je travaille en 4-8, hein. Et ta semaine, elle comporte 7 jours. Je vais te prendre cette semaine, par exemple, tu comprendras mieux, parce que c'est assez difficile, hein, ça change. Alors, j'ai pris mardi, mercredi le matin, jeudi, vendredi d'après-midi, et samedi, dimanche, lundi, je travaille de nuit. Toi, 2 jours, et 3 jours de nuit. Pour faire les 7 jours de semaine, je travaille 7 jours consécutifs. Si je travaille de nuit, je rentre à 4h30, elle repart au boulot à 6h30. Je la vois juste le midi, tu sais, elle me réveille, j'ai mal lu nez. Tu vois ce que c'est quand tu as travaillé et puis tu as mal dormi. Alors, ça va pas. Le soir, elle rentre à 6h30, je repars à 7h20, moi. Il faut qu'elle fasse à manger. On mange en vitesse, pof, je me fous le camp. Place de lutte, c'était la réponse ouvrière au premier film, À bientôt j'espère, film de cinéaste, documentaire donc, mais qui avait eu un gros impact parce qu'il était passé à l'ORTF. Par un miracle, comme il y en a eu très peu, c'était la renommée de Chris Marker, effectivement, et puis des gens de l'ORTF qui se sont mouillés pour passer le film. Donc il y avait eu un impact de ce film important. Et après la projection à Besançon du film À bientôt j'espère, il y a eu ce qu'on appelle la charnière, c'est-à-dire une discussion passionnée des ouvriers et des militants et non militants d'ailleurs, qui critiquaient le film en disant mais c'est un point de vue extérieur. Et c'est à ce moment-là que Chris leur a dit bah, écoutez, prenez la caméra et faites vos films, mais de façon assez violente même. Et le mouvement était lancé pour leur donner des cours de formation à la caméra ultra rapide. Il y avait un savoir-faire manuel. Ils n'étaient pas du tout handicapés par rapport à l'outil de la caméra. Ils s'y sont mis très vite. En 68, comme le disait Michel de Certeau, les gens ont pris la parole. Cette prise de parole questionne l'idée d'une délégation, rend problématique la fonction de porte-parole. Puisque je prends la parole et je n'ai pas besoin de porte-parole. Alors, c'est les porte-paroles traditionnels, les intellectuels, les organisations syndicales, les partis politiques, tous les porte-paroles légitimes sont contestés en 68. Et donc, on exige en tout cas que les stratégies syndicales, elles ne dépendent pas de stratégie confédérale ou je ne sais pas quoi, ou politique du Parti communiste, mais elles prennent en compte les aspirations de la base. Il n'a pas à dire je vous donne ça ou ça sans passer par les délégués provisoires. Et ça, tous les délégués des bottes le diront, et puis tous les délégués des unions locales le diront, quoi. Ça se fait pas. C'est pas le patron qui va commander la grève, c'est nous. Tout. Le cinéma, c'est prendre la parole de la manière dont on veut qu'elle passe. C'est-à-dire faire passer ce qu'on vit, ce qu'on souffre et ce qu'on espère. Et le faire passer avec ses propres mots et ses propres images. Je pense que c'est un idéal quand même qui devrait être repris. Ça devrait exister encore, ce genre de... Mais c'est mal vu. C'est mal vu de beaucoup de gens, y compris des directions politiques et syndicales, qui n'appréciaient pas du tout que ça passe comme ça, sans suivre les voies hiérarchiques. Je crois que la hiérarchie, ça vient toujours mettre son nez là où on n'en aurait pas besoin, mais c'est comme ça. Il faut toujours lutter contre, quoi. Les ouvriers, ils acceptent d'envisager le socialisme. Alors après, ils peuvent discuter sur la manière dont on conçoit, dont on l'organise, etc. Mais, par exemple, quand la CFDT, le 16 mai, lance ce mot autogestion, qui n'est pas bien compris, le mot, il peut plaire dans certains endroits parce qu'il évoque une autre organisation, non seulement du travail, de l'usine, mais de toute la société. Et c'est aussi pour ça que les rencontres entre ouvriers et étudiants sont importantes, parce que c'est dans ces rencontres aussi que peut-être on rêve le plus à une société autre, différente. On rêve à la révolution. Avec le recul, on peut penser qu'il y avait moyen de lancer
une alternative politique, mais sur le moment, elle n'était pas viable. Par contre, le besoin d'un changement politique profond, ça, il existait, oui. Et je pense chez des militants qui pourtant appartenaient à des syndicats ou partis qui allaient vers l'arrêt de la grève, qui allaient vers le refus de suivre les étudiants, alors que chez les jeunes ouvriers, ils étaient vachement intéressés par les slogans des étudiants et par les luttes des étudiants. Il faut saisir l'ampleur de ces rencontres. C'est quand même pas tous les jours que des étudiants se rendent en masse dans les usines pour écouter les ouvriers. Et donc là, il y a quelque chose de... Les ouvriers et les étudiants, les paysans viennent aux usines, viennent ravitailler les usines. Donc c'est... Multiples rencontres un peu improbables dans de multiples endroits du pays constituent à mes yeux l'ampleur de ce mouvement. On se rencontre et on discute à égalité pour envisager autrement toute la société. Il y a un déchirement entre la rébellion profonde, parce qu'il ne faut pas croire que les militants du PC ou de la CGT n'étaient pas pour un changement radical de société. Mais en même temps, ils appelaient quelque chose qui freinait le mouvement. Donc c'est à la fois le pied sur l'accélérateur et sur le frein, quoi, en même temps. C'est certainement un déchirement. Mais les jeunes avec lesquels on a travaillé, eux, ils avaient le pied sur l'accélérateur. Ils voulaient vraiment que ça change. La CGT, elle, a une stratégie assez claire. Il s'agit de pousser un mouvement social qui doit avoir un débouché politique par les élections et la conquête du pouvoir. Bon. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part que la stratégie de la CGT, elle est à la fois ferme, mais en décalage complet avec ce qui se passe. Parce que la gauche politique, y compris le Parti communiste, est largement à côté du mouvement. Donc la stratégie de la CGT, elle ne correspond pas à ce qui se passe dans ce mouvement. Mais ça veut dire aussi une autre chose, c'est que quand on continue de répéter que la CGT a trahi 68, c'est une bêtise aussi. Elle ne l'a pas trahi, elle l'a lu, elle l'a interprété dans un cadre stratégique qui était le sien. Mars 1967, la grande grève dans le vocabulaire roidien. Grève originale par sa durée, un mois entier, par sa forme, l'occupation d'usines oubliée depuis 1936, mais surtout par cette idée continuellement reprise que le déséquilibre lié aux conditions de travail se traduit par un déséquilibre de toute la vie, que nulle augmentation de salaire ne suffirait de compenser. Le mode de lutte, d'abord c'est les occupations évidemment, avec la grande référence à 36 qu'on retrouve y compris en 68 où les ouvriers les plus anciens ont gardé cette mémoire des grèves de 36. Bon. Avec, pendant les occupations, la volonté, pas simplement de fuir l'usine, mais d'avoir des activités intéressantes, activités culturelles, etc. Bon, grande tradition du mouvement ouvrier. En 67, la grève de la Rodiaceta avait justement cet aspect culturel très important, avec animation, projection de films, table de lecture de livres, conférences, chants aussi. Par exemple, Colette Magny était venue chanter dans l'usine occupée. Et le fait d'entrer dans l'usine, comme ça, on entrait, on mangeait quand on voulait, on était tranquille. Et du cinéma tous les soirs, c'était du tonnerre. Qu'est-ce que je fais que ça continuerait comme ça? Non, j'ai pas pensé que ça continuerait, mais enfin, ce qu'il y avait du tonnerre, c'était l'ambiance qu'il y avait. L'ambiance de la grève, tout le monde était en forme, tout le monde, surtout au début, quoi, tout le monde était bien. Ceux qui n'y étaient pas, on les voyait pas. Oui, mais c'était bien. Moi, je trouvais que c'était bien. Enfin, surtout le cinéma tous les soirs. Il y en a même... Il y a des soirs où ça dansait, quoi, c'était du tonnerre. La radicalité, elle peut être simplement dans la conscience qu'il y a un antagonisme ancien radical entre eux et nous, et que de cet antagonisme, de cette impossibilité d'une jonction entre le patronat et le salariat, découle la nécessité d'organiser une autre organisation du travail, de travailler autrement, de penser à une autre société. La radicalité, elle peut être dans le projet,
elle peut être dans la conscience d'une différence de classe irréductible, plus que par le fait de séquestrer un patron ou un cadre. Et puis j'ai vu aussi en mai 68 l'occupation de l'usine Peugeot, qui était alors là effectivement très bon enfant, avec partie de cartes et en fait assez peu de monde en apparence, puisque l'usine est tellement gigantesque. C'est la plus grande usine de France. C'était la plus grande usine de France et je crois que c'est toujours la plus grande usine de France, Peugeot, Sochaux. Et là ils étaient un peu disséminés, on ne les voyait pas tellement ensemble. Il y avait des réunions bien sûr. Mais c'est une usine, une occupation d'usine qui s'est faite de façon assez clairsemée, paraissant clairsemée. Il y a quelque chose comme une interrogation politique, un lieu politique qui émerge à Sochaux même pendant la grève, c'est ce qu'ils appellent un forum, où les ouvriers viennent discuter de toutes sortes de questions. Ce qui travaille à Sochaux, c'est-à-dire ce questionnement proprement politique, se retrouve dans un certain nombre d'autres endroits, même si la forme forum qu'elle prend à Sochaux est, à ma connaissance, unique. C'est d'ailleurs pour ça que c'est tellement étonnant la fin de cette grève de mai 68 à Sochaux, où un très petit groupe avait repris l'occupation, comme ça s'est fait souvent, si vous voulez. La reprise du travail avait été votée, mais il y en a un petit groupe qui disait non, on réoccupe. Il avait réoccupé à quelques-uns l'usine, et c'est à ce moment-là que le gouvernement et le patronat a envoyé les CRS massivement pour les chasser de l'usine. Et c'est assez curieux comme ça s'est passé à Sochaux, c'est que ils se sont fait chasser très violemment par les CRS, et à ce moment-là, arrivaient d'autres ouvriers qui reprenaient le travail. Et quand ceux-là ont vu comment leurs copains se faisaient matraquer, ils sont rentrés dans la bagarre. La population, apprenant ce qui se passe, descend vers l'usine, et certains sont armés. Bon. Et c'est à ce moment-là que le député-maire doit opérer sa médiation, et c'est parce qu'il fait comprendre aux forces de l'ordre que s'ils ne partent pas, il peut y avoir un véritable bain de sang, que finalement il obtient le départ des forces de l'ordre. C'était extrêmement violent puisqu'il y a eu 2 morts, 150 blessés, des amputations. Et c'est là d'ailleurs qu'il y a eu ce phénomène bizarre, c'est que les CRS ont envoyé des grenades offensives qui sont des armes de guerre. C'est pour ça qu'il y a eu des amputations, et c'est absolument interdit par tous les règlements de police. Mais je pense qu'ils étaient chauffés volontairement. Un des jeunes qui a été amputé dit que c'était des vrais drogués. Il y a eu une violence incontrôlée et en même temps parfaitement décidée au plus haut niveau. Donc il y avait une volonté de casser cette possibilité de reprise du mouvement ouvrier. Et c'est le mouvement ouvrier qui a été attaqué le plus violemment à la fin de mai 68, enfin début juin donc. Là c'est le 11 juin. Et d'ailleurs c'est la répression à Flins et la répression à Sochaux, c'est le même jour. Enfin c'est la veille à Flins et le lendemain à Sochaux. Voilà, et c'est les images de violence, c'est les seules qui existent. Voilà.
c'était la plus grande usine de France. Et puis il fallait surtout pas que ça soit un exemple qui se répercute dans toute la France. Ça s'est terminé très vite après les événements de Sochaux et de Flins par exemple. Ça s'est terminé très vite parce qu'il y a eu des élections. Et les élections de juin 68, ça a été la victoire massive de la droite. Parce qu'il y avait eu une peur aussi de toute une partie de la population. Je ne parle pas seulement du patronat et de la grande bourgeoisie, mais il y avait eu un réflexe de peur attisé évidemment par le gouvernement, par la droite. Donc ce sentiment de peur, je crois, explique. Ils avaient eu tellement peur que c'est pour ça qu'ils ont été aussi violents pour arrêter les possibilités de continuation de cette grève. Permettez que je prenne la parole. Au nom de la liberté, s'il vous plaît. Allez-y. Écoutez, M. Blum n'a pas exposé exactement, il n'a pas donné satisfaction, d'accord. Mais il est prêt à le faire, ça j'en suis certain. Donc actuellement, les ouvriers, les employés d'Ayema doivent prendre conscience que ce n'est plus un problème social, mais gouvernemental. Absolument pas. Impossible. Impossible. C'est masqué par des revendications. Donc, silence, s'il vous plaît. Et puis petit à petit, je vous dis, c'est le poids de la chaîne, la répression syndicale aussi, et les violences. Le patronat de Peugeot a suivi l'exemple de Simca et ils ont implanté un syndicat CFT, c'est-à-dire un syndicat patronal qui était une milice en fait. Et un de nos copains s'est fait matraquer, laissé pour mort, enfin il était complètement esquinté par un matraquage de ces syndicats CFT. Donc c'était pas de la petite guerre, hein, c'était des affrontements très durs. Dans les usines, proprement dites, je considère que on a cette insubordination entre 68 et 79. 68 avec mai-juin, 79 quand elle s'achève, me semble-t-il, avec ce qui se passe en Lorraine et dans le Nord au moment de la sidérurgie. Et quand Usinor licencie, licencier 21 750 sidérurgistes, et que la résistance ouvrière échoue, et que ces suppressions d'emplois ont lieu. On a là une défaite absolument terrible, qui coïncide également avec des évolutions politiques et syndicales, notamment le recentrage de la CFDT qui devient effectif à ce moment-là, et qui fait que toute la configuration qui avait relayé cette insubordination ouvrière à ce moment-là disparaît, que la conflictualité même dans les usines, à cause de la crise, tend à diminuer, ce qui fait que, véritablement en 79, la séquence des années 68 est terminée. Ce qui reste de mai 68, c'est que l'envie de montrer avec force cette violence qui est faite appelle à se rebeller. C'est quand même un appel à la lutte. Hein. C'est pas le fait que cet ouvrier qui parle de ses mains, qui dit il veut me bouffer les mains, il dit mais je me laisserai pas faire, c'est pas possible. C'est un film qui doit donner cette impression, et qui donne, je pense, pas mal cette impression du genre c'est pas possible. C'est pas possible que des jeunes qui avaient ce potentiel d'invention, de désir de culture, de désir d'apprendre, soit aliénés par cette chaîne, quoi, soit bouffés par cette chaîne. C'est ça qui ressort. Alors c'est un film dur, mais je pense que c'est un film qui est un appel à la lutte aussi. C'est pas simple d'écrire une chaîne. C'est pas simple d'arriver à 5h moins le quart, et puis de te dire, tiens, faut vite que je fume une cigarette. Je mets mon tablier, je prends mes outils, je mets une dernière cigarette avant la sonnette. Et puis il y a 5h moins le quart et la sonnette. Et c'est triste, c'est triste. Tu ne penses plus au travail que tu fais. Tu y penses, la machine, c'est tout par réflexe. Tu sais qu'il faut mettre une agrafe à gauche, une agrafe à droite. Tu engueules ton agrafeuse quand elle va mal. Tu t'engueules toi-même, tu arrives à t'engueuler toi-même quand tu te blesses. Alors que c'est pas de ta faute, c'est de la faute des montages qui sont mal faits. Mais c'est comme ça.
Le chef vient, il t'engueule parce que le boulot est mal fait. Tout le monde en a rien à foutre. J'en suis certain. Tout le monde s'en fout. Devant nous, il n'y a rien. Il n'y a rien. La promotion, il ne faut pas y compter. Ce qui est dur, en fin de compte, c'est d'avoir un métier dans les mains. Moi, je suis ajusteur. J'ai fait 3 ans d'ajustage. Pendant 3 ans, j'ai été promu à l'école, dans mon CET. Et puis, qu'est-ce que j'en ai fait? Au bout de 5 ans, je ne peux plus me servir de mes mains. J'ai mal aux mains. J'ai un doigt, le gros, j'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher Dominique le soir. Ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je ne peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces coups de temps-là. Ils ont bouffé les mains. J'ai envie de faire un tas de choses. Et puis je me vois maintenant avec un marteau, je sais à peine mon cerveau. C'est tout ça, tu comprends?